Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1, pour faire le débrief du Grand Prix de Monaco. C'était la 5e, 6e manche du championnat du monde de Formule 1. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté du tourniquet monégasque, du côté de ce magnifique circuit en ville de Monaco. On va voir un petit peu qui a bien réussi, qui a été plus en difficulté. Enfin, vous le voyez déjà un petit peu avec le résultat de la course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. On finira par le classement de chaque course. Alors, comme vous l'avez vu, une configuration un petit peu particulière, vu que je ne suis pas chez moi pendant une quinzaine de jours. Donc, on va faire des vidéos quand même, mais forcément, configuration un petit peu plus route, un petit peu plus archaïque. Voilà, les conditions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un super thanks si vous avez envie de soutenir la chaîne et que vous avez les moyens. EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Amazon, Google, et puis vous pouvez aller voir également TikTok EPS 2.0 avec le débrief rapide de la course. On commence tout de suite avec ce Grand Prix de Monaco. Grand Prix de Monaco qui a été assez intéressant. On va dire qu'on a vu un petit peu les mêmes devant, c'est-à-dire que Red Bull Verstappen était devant avec Alonso, même si pour Verstappen le week-end n'avait pas aussi bien commencé que ça, avec des premières séances où il avait du mal avec sa voiture. Vraiment le vendredi, il n'était pas à l'aise dans sa voiture, il était vraiment en difficulté. Puis au fur et à mesure du week-end, ils ont vraiment trouvé un truc dans la séance d'essai libre 3 samedi. Et puis voilà, il se sentait beaucoup mieux dans la voiture. Mais ça n'a pas été un week-end vraiment parfait pour lui parce que à certains moments, voilà, il ne se sentait pas très performant dans la voiture. Voilà, il avait du mal à se sentir à l'aise, à se sentir vraiment au top. Monaco, course toujours intéressante. Alors oui, si vous regardez la course avec, on va dire, un regard extérieur, vous avez du mal à comprendre quel est l'intérêt de Monaco. Vous dites c'est un Grand Prix chiant. Sauf que c'est un Grand Prix, c'est un peu comme les 500 miles d'Indianapolis qui avaient lieu le même jour. J'ai pas encore eu le temps de les voir, mais c'est une course sur le long terme. C'est vraiment sur la fin de course, c'est une sorte de money time. La stratégie, c'est quand même le circuit où je crois que l'arrêt au stand est le plus prépondérant parce qu'il y a un seul arrêt au stand, normalement à Monaco, ou deux, là, à cause de la pluie, mais il faut vraiment pas se rater du côté de la stratégie parce qu'on sait que, eh bien, le travail, il y a 85% du travail qui va être fait quasiment le samedi. Il y a 10% qui va être le départ et l'arrêt au stand, vraiment sur ces deux phases-là. Puis ensuite, il y a 5% où tu essaies de trouver une zone de dépassement, mais c'est compliqué à Monaco de dépasser. C'est vrai que ça reste un circuit en ville passionnant avec des endroits mythiques. Puis là, on a vu que sous la pluie Monaco, eh bien, c'est très très compliqué. Et puis là, ça a vraiment relancé la course. Parce que comme je dis toujours, la Formule 1, tout est préparé à l'avance. Puis des fois, il y a des petits grains de sable, voilà, qui se mettent dans les rouages qui sont pourtant hyper bien préparés, hyper bien travaillés du côté de la Formule 1. Et on a toujours des petits paramètres, voilà, qui se mettent en difficulté. Et à Monaco, là, ça a été la pluie qui était absolument pas prévue. On n'avait pas de pluie qui était prévue pour le Grand Prix. Quand on entend Julien Febvre, quand on entend même Alain Prost, quand on entend tout le monde disait bon, il n'y aura pas de pluie, et puis d'un coup, elle est arrivée cette pluie, parce que Monaco, c'est des systèmes météo qui sont un peu particuliers. Vous avez Interlagos où vous avez le lac qui est au milieu du circuit, et ce qui fait que c'est très compliqué de repérer la pluie. Et bien là, c'est un peu pareil à Monaco. Vous avez une énorme montagne, en fait, vous n'êtes pas très loin des Alpes, hein, mais vous avez des gros monts qui sont à la sortie de Monaco et qui peuvent bloquer les nuages. C'est un peu comme les crues Cévenol, c'est un peu le même principe et ça bloque, et ce qui fait que vous avez des systèmes météo qui vont se retrouver bloqués à cet endroit-là, et à Monaco ça a été le cas, voilà, avec une pluie qui est toujours très difficile à déterminer à l'avance. Monaco, ça fait partie de ces circuits, les radars météo peuvent pas déterminer toujours à plus de 5-6 minutes à l'avance s'il va y avoir des grosses averses ou non. Et là, c'est vrai qu'on a eu des belles averses. À un moment, on voyait une image même de radar, je ne sais plus si c'était chez Red Bull ou chez Ferrari, où ça indiquait des zones plutôt bleu-vert, donc c'est-à-dire de la pluie fine, parce que plus c'est rouge, plus c'est de la pluie forte.
Et là, c'était de la pluie qui était pourtant annoncée plutôt fine sur le radar météo. Et puis, ce qui est intéressant également à Monaco, c'est qu'on a un vrai esprit Formule 1 encore, c'est-à-dire qu'on a les fans de Formule 1. Alors oui, vous avez cette jet set qui est présente, mais les pilotes sont le cœur du Grand Prix. C'est pas les Neymar et autres qui sont le cœur du Grand Prix. Ce que je reproche à Miami, c'est qu'on donne plus d'importance à Paris Hilton qu'à Lewis Hamilton. C'est pas le cas à Monaco. C'est quand même les pilotes qui sont le cœur du projet, on va dire. Alors oui, vous avez des stars le dimanche, surtout qu'il y a toujours la Palme d'Or à Cannes et ce genre de choses, mais le cœur du métier, c'est la Formule 1. Même s'il ne faudrait pas perdre cet esprit ancestral de la Formule 1. Là, on a vu par exemple des endroits un peu plus bloqués que d'habitude, des rues un peu plus bloquées que d'habitude. Il faudrait garder quand même je dirais pas un esprit populaire, mais un minimum esprit Formule 1 autour de Monaco. Note du Grand Prix, moi j'ai décidé de mettre 16 sur 20 parce que Monaco, c'est les qualifs déjà qui sont l'intérêt de Monaco, et en qualif il y a une prise de risque qui est monumentale de la part de tous les pilotes. C'est vraiment Monaco, faut presque plus regarder le samedi que le dimanche à Monaco, parce que le samedi c'est quand même extraordinaire la prise de risque que vont mettre les pilotes même pour entrer en Q2, et on a vu que c'est pas passé pour Pérez, et puis on a eu une Q3 vraiment très intéressante. Vraiment, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir avec les qualifs, puis bien entendu la pluie qui a relancé le Grand Prix. Mais même, on avait déjà eu quelques petits trucs avant le départ. On a rarement eu un départ avec autant de petits contacts, autant de petites tentatives. Il y avait beaucoup de pilotes qui étaient chauds sur ce week-end à Monaco. On passe au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, Esteban Ocon, super week-end. Qualif, il fait 4, puis il est mis 3e sur la grille de départ. Derrière, en course, il fait 3. C'est vraiment super pour Esteban. Pourtant, l'arrêt au stand n'était pas fantastique de la part d'Esteban. Mais vraiment, il a fait un très bon week-end. Ça montre aussi que c'est un coureur qui sait quand même s'adapter aux conditions difficiles. C'est un pilote qui n'est pas mauvais sous la pluie, Esteban. Il aime les conditions parfois un peu changeantes dans les week-ends. Et puis en qualif, c'est peut-être pas le meilleur en qualification, mais quand il fait une bonne qualif, normalement il rate pas sa course derrière. Et là, c'est avec Esteban, il a saisi l'opportunité de faire un résultat à Monaco. Alors, la question maintenant va être de savoir qu'est-ce que Alpine a vraiment franchi un cap. Est-ce que les 3-4 premières courses qui ont été un peu compliquées, est-ce que la gueulante également de Rossi a vraiment porté ses fruits? Je suis pas vraiment sûr. Alors Rossi, c'est un peu, il a un peu tiré la couverture sur lui en disant, voilà, grosso modo, que c'était un peu sa gueulante qui avait fait changer les choses. Bon, non, faut pas se leurrer. C'est pas en 2 semaines que tu améliores les choses dans une équipe de Formule 1. C'est un travail qui était déjà d'avant. Ils ont peut-être pris un mauvais départ, ce qui peut arriver en Formule 1. Puis au bout de 5-6 courses, tu arrives à retrouver ton rythme de performance. Monaco, c'est aussi un circuit atypique. Donc il ne faut pas non plus croire que du côté de Alpine, tout s'est amélioré. Il faudra voir du côté de Barcelone ce week-end qui arrive si la situation est vraiment fantastique. Du côté de Pierre Gasly, week-end un peu plus frustrant le dimanche, bien gêné par Pérez, il faut le dire, qui lui a un petit peu pourri sa course quand même au niveau voilà, il n'a pas laissé sa place rapidement, et ça je trouve que c'est une erreur de la part de Pérez qui aurait dû être sanctionné. Pour moi, il met beaucoup trop de temps à donner sa place. On est certes à Monaco, mais il faut trouver des zones pour donner sa place, se faire prendre un tour. Donc ça a nuit à la place de ça a nuit un petit peu à la course de Gasly, parce que je pense qu'il pouvait aller chercher Leclerc sans ce problème-là. Et ensuite, je pense qu'il aurait été en mesure de se défendre par rapport à Leclerc, parce que c'est quand même le circuit à Monaco où défendre sa position est le plus simple. Parce qu'il y a déjà peu d'endroits pour dépasser. Et pour dépasser, il faut forcément prendre des risques. Et il y a certains pilotes qui n'osent pas prendre des risques. Mais pour Pierre, dommage cette performance-là. Mais il est quand même dans les points. Il prend une 7e place. Moi, je dirais que c'est quand même pas mal. Alors oui, il était frustré à l'arrivée de la course, mais il prend des points. Alpine marque des gros points ce week-end pour le championnat du monde des constructeurs. Et je trouve que c'est vraiment pas si mal pour cette équipe. Donc voilà, j'étais
voilà, j'étais surpris qu'il soit si déçu que ça, mais je pense que c'était de la frustration. Mais à Monaco, on peut être frustré très vite parce que c'est vrai que bon, au niveau performance, si on n'est pas dedans, ça peut être parfois un petit peu compliqué. Donc dommage, voilà pour Pierre, mais les deux pilotes alpines dans le top 10, un podium. Puis j'ai bien aimé quand même l'attitude de Pierre en disant je suis frustré mais on fait un podium donc c'est un bon résultat pour l'équipe. Voilà, il a pensé quand même à l'équipe donc ça c'était une très bonne chose et puis il a bien résisté à Sens aussi. Donc voilà, il a fait. Je trouve que la course voilà, de Pierre est vraiment pas mal. Elle est intéressante. Pardon. Mais il y aura des choses à retenir sur le week-end de Pierre, je pense, avec Alpine. Mais encore une fois, il faudra voir si ça fonctionne du côté de Barcelone. Même si cette année, alors on ne fera pas de présentation de Barcelone, mais cette année, Barcelone, petite particularité. Enfin, je pense que j'aurai pas le temps de faire une présentation de Barcelone, mais ça sera vendredi matin. Mais du côté de Barcelone, particularité cette année, les deux derniers virages qui sont maintenant beaucoup plus rapides et surtout, on n'a pas fait d'essais de pré-saison à Barcelone. Hein. Donc les équipes arrivent avec beaucoup moins de données que d'habitude sur le circuit de Catalunya. On poursuit avec les pilotes au top. Du côté des pilotes au top, eh ben, je commence avec Verstappen rapidement. C'est un peu le même résumé que depuis le début de saison. Il domine, il est au-dessus du lot pour le moment. C'est difficile de voir qui pour le moment peut l'inquiéter. Max Verstappen, Perez non. Vous pouvez penser pourquoi pas Perez, mais il fait trop d'erreurs. Alonso, est-ce que Red Bull fera des erreurs à un moment qui permettront à Alonso ou à Mercedes ou à Alpine ou à Ferrari d'en profiter? Bon, Alpine, ça semble plus compliqué, mais on voit que sur certains circuits, la voiture peut être performante. Donc peut-être que, tu sais, à Hungaroring, peut-être qu'Alpine, ça marchera. Hein. Donc il faudra se méfier. Et du côté de Verstappen, pour le moment, il a une marge de sécurité. C'est-à-dire que même quand il n'a pas une voiture formidable, même quand il est sur une stratégie où on prend des risques avec l'utilisation des pneus, où il a des pneus qui sont morts, eh ben on voit qu'il a une marge de sécurité. Là, dès le début de course, il a 5 secondes, 6 secondes d'avance sur Alonso. Alonso n'a jamais été vraiment en mesure d'aller l'inquiéter. Encore plus quand on fait une erreur stratégique ensuite du côté d'Aston Martin. Mais du côté de Verstappen, tout s'est passé, je dirais, vraiment sans aucun problème. Là, je pense que ce week-end, il a fait mal à son équipier, à Sergio Perez, donc c'est plutôt bien le week-end qu'il a réalisé à Verstappen. C'est plutôt un très bon week-end de course, voilà, pour le pilote. Vraiment, il n'y avait pas de soucis pour lui, donc vraiment de très très bonnes choses, je dirais, pour Verstappen. Alonso, c'est un peu pareil, hein, pour le moment, c'est le pilote le plus régulier sur les podiums. Voilà, il arrive à utiliser parfaitement son Aston Martin, ce qui a beaucoup plus de mal à faire. Ce week-end, Lance Stroll. Après, Lance Stroll à Monaco, ça n'a jamais été foufou. Et du côté de Fernando Alonso, c'est dommage l'erreur stratégique. Voilà, on aurait dû mettre des intermédiaires. Je vois pas pourquoi ils ont décidé de mettre des médiums. C'était pas intéressant à ce moment-là de mettre des médiums. Soit fallait tenter les maxi pluies, soit fallait tenter les intermédiaires. Je pense que c'était les intermédiaires qui semblaient les plus efficaces parce que le problème c'est que quand tu passes des maxi pluies et que tu es sur un châssis sec, fait pour le sec, le problème c'est que tes maxi pluies ne marchent pas bien dans ces conditions-là parce que les maxi pluies sont un peu plus hauts. En plus, c'était des nouveaux maxi pluies qui n'ont plus besoin de couverture chauffante. On a vu quand même que leur mise en action était un petit peu compliquée et qu'il leur fallait 2-3 tours avant d'être vraiment efficace. Et du côté de ces pneus intermédiaires, il fallait tenter les intermédiaires. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis des médiums. Après, tu vois que ce week-end, il était intouchable pour la deuxième place et c'était vraiment très bien pour Fernando Alonso. Mercedes 4 et 5, c'est pas mal. Surtout avec un nouveau package qu'on n'avait pas testé à Imola, parce que normalement ces nouveaux potons auraient dû être installés à Imola. Bon, à Imola, le Grand Prix a été annulé, on sait, pour les raisons
d'inondation et c'était tout à fait normal. Après, du côté d'Hamilton, on peut quand même... il semble plus à l'aise dans la voiture. Voilà. Même si tout n'était pas parfait, parce que vendredi ça allait bien, dimanche ça avait l'air de mieux aller. Ils ont tenté des réglages samedi qui n'ont pas vraiment fonctionné. En essai libre 3, ils ont perdu du temps. Mais de toute manière, c'est normal pour Mercedes de tâtonner un petit peu. Ils vont tâtonner à partir du moment où ils sont avec un nouveau concept de voiture. C'est vraiment une version B de leur voiture. Et il va falloir qu'ils découvrent comment ça fonctionne, ces nouveaux pontons. Ces pontons larges, ils étaient habitués aux pontons étroits, donc ça fait depuis 18 mois qu'ils étaient habitués à ces pontons qui étaient très étroits, à cette traînée aéro. Là, il va falloir qu'ils s'habituent à ces nouveaux pontons, donc forcément, ils vont faire des erreurs sur les 3, 4, 5 prochaines courses avec ces nouveaux pontons où ils ne vont pas trouver les bons réglages parce que c'est une nouvelle voiture, tout simplement. C'est déjà une nouvelle voiture pour Mercedes. Après, c'est difficile de dire si c'est une évolution, ces nouveaux pontons, qui est véritablement efficace parce qu'on est sur un circuit où la traînée aéro, même si tu en as beaucoup, c'est pas un problème à Mercedes. C'est plutôt un circuit où on essaie d'avoir beaucoup d'aéro et beaucoup d'appui et c'est ce qui arrivait très bien à faire Mercedes avec sa voiture. Donc c'est pas forcément le circuit qui est le plus intéressant pour voir si ce nouveau concept de ponton va fonctionner sur la Mercedes, mais il ramène des gros points, 4 et 5. Bon, certains diront qu'ils sont quand même derrière Alpine aussi, qu'ils n'étaient pas beaucoup plus rapides que la voiture non plus de Pierre Gasly. On passe, alors on peut noter également que McLaren met 2 voitures dans le top 10. C'est un peu mieux que d'habitude, avec la 9e et la 10e place du côté de McLaren, avec ses points marqués. On continue avec les bonnets d'âne, on va dire, de ce week-end, les pilotes qui ont été en difficulté. Je commence avec Ferrari. Ouais, ça a été compliqué pour Ferrari ce week-end. Ça commence avec la pénalité en qualif de Leclerc. Ensuite, vous avez Carlos Sainz qui a fait un petit peu du n'importe quoi pendant le Grand Prix. Vous avez l'arrêt au stand qui est raté, l'undercut raté sur Esteban Ocon. Et puis le changement de pneu qui se fait pas au bon moment pour Carlos Sainz, il fallait le faire un tour plus tôt et ce double arrêt au stand, c'est la seule équipe qui a été obligée de faire 2 arrêts au stand en même temps. Ils perdent beaucoup de temps dans l'affaire et puis Sainz qui en a trop fait, Sainz qui était énervé, Sainz qui a un peu pourri la course aussi de Leclerc à un moment parce qu'il laissait pas passer Leclerc sous la pluie. Leclerc aurait peut-être pu menacer beaucoup plus George Russell si Carlos Sainz n'avait pas oublié de lui laisser un moment la priorité parce qu'il avançait complètement pas Carlos Sainz. Ça fait beaucoup en un week-end quoi, pour Ferrari, ça fait beaucoup d'erreurs. C'est pas encore le grand Ferrari quoi. C'est encore un petit peu difficile pour Ferrari. Ça serait bien de trouver des solutions un jour du côté de chez Ferrari. Mais la voiture n'est pas très efficace parce que ce week-end, ils n'étaient pas dans le coup en termes de rythme pour aller chercher Alonso Verstappen et ça aurait été compliqué même d'aller chercher les 2 Mercedes. Peut-être qu'ils pouvaient aller chercher une Mercedes mais pas les 2. Et surtout du côté de chez Ferrari, on perd beaucoup de points. Avec ces erreurs à droite à gauche, avec un Carlos Sainz qui je trouve a complètement dégoupillé ce week-end. Il va falloir voir quand même se poser des questions avec Carlos Sainz parce qu'il est en difficulté depuis un an et demi. Carlos Sainz et en plus là il a sérieusement dégoupillé je trouve ce week-end dans sa manière de parler avec les ingénieurs, dans sa manière de parler avec l'équipe. C'était tendu, très tendu. Donc on va voir comment ça va se passer, mais c'est vrai que Ferrari et un peu plus encore Carlos Sainz ont été en difficulté parce que Charles Leclerc, bon voilà, il a gêné un autre pilote, mais il n'était pas au courant qu'il y avait un autre pilote derrière lui. Là, c'est aussi un problème de communication, mais ça fait beaucoup d'erreurs du côté de chez Ferrari ce week-end quand même. Et il commence à les accumuler. Pérez, tu sais très bien que Monaco, c'est le circuit où il ne faut pas te cracher en qualif. En plus, c'est 2 années de suite où il se crache en qualif. Alors l'année dernière, ça avait pas eu de grandes conséquences. Cette année, tu ne peux pas te cracher en qualif dès la Q1 en plus, quand tu es Red Bull. La Red Bull est au-dessus du lot cette année. Tu ne peux pas te rater dès la Q1. Tu ne peux pas prendre autant de risques dès la Q1. C'est la seule voiture qui avait une marge de sécurité à Monaco.
Ce qui est un luxe à Monaco vraiment, d'avoir une marge de sécurité, où tu n'es pas obligé de prendre tous les risques. La Q1, le passage en Q2, il était bon pour Pérez. Voilà, il aurait pu tourner une seconde encore plus lentement sur les tours d'après. Voilà, la qualif en Q1 était facile. Tu peux pas te planter comme ça. Et forcément, après, ton Grand Prix, il est pourri. Hein. Et puis en plus, il a pris... lui aussi, il a dégoupillé. Un peu comme ça. C'est-à-dire quand il dit à un moment, je me fais percuter par je sais plus qui, alors que non, c'est lui qui tente un dépassement qui est impossible. Je sais plus si c'est avec Stroll ou avec les As. Je sais plus avec qui. Voilà, il a complètement dégoupillé pendant ce Grand Prix, lui aussi. Et tu sens que... Alors Pérez, c'est assez dingue quand même, parce que quand il a attendu, il n'est pas bon. C'est-à-dire que là, on se disait après l'Azerbaïdjan, peut-être que Pérez, il peut menacer Verstappen. Et puis il redécoupille, comme l'année dernière, quand on avait dit Pérez, il peut peut-être menacer un peu plus Verstappen. Il avait dégoupillé aussi. Et c'est un peu terrible. Ce qui fait que c'est un pilote qui, pour moi, ne peut pas être champion du monde. Parce que pour être champion du monde, il faut savoir gérer ces moments où on vous met la pression. En Formule 1, comme dans d'autres sports, on te met la pression quand tu es au top. Et là, il n'arrive pas à gérer ces moments-là. Donc c'est compliqué ensuite derrière d'être performant. Il faut vraiment réussir à gérer beaucoup plus ces moments-là du côté de Pérez, ces moments de pression. Pour l'instant, il n'arrive pas à les gérer. Et quand il est sous pression et dégoupillé, et là je pense que chez Red Bull, ils n'étaient pas vraiment contents qu'ils cassent une voiture en qualif. Vraiment, c'était un mauvais week-end. Voilà, week-end de merde, comme dirait Lance Stroll pour Sergio Pérez. On poursuit avec Williams. Pas de rythme ce week-end pour Williams. Pas de rythme. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est-à-dire que Williams n'arrivait pas à trouver du rythme pendant tout ce week-end de course. Ils n'ont pas réussi à être efficaces. Ce qui est assez logique aussi, parce que c'est une voiture qui a toujours un souci au niveau aéro. C'est-à-dire que c'est une voiture qui n'arrive pas à créer de l'appui. C'est une voiture qui crée, qui est obligée d'avoir les ailerons toujours très braqués. C'est compliqué pour la Williams d'être performante. Elle a ce souci-là depuis au moins 4 ans de traîner aéro. C'est-à-dire qu'elle ne génère pas d'appui avec ses ailerons. Par contre, elle génère de la traînée énormément. Donc c'est pour ça que c'est une voiture qui... maintenant, ils l'ont compris parce qu'ils débraquent les ailerons normalement. Donc c'est un peu plus facile, mais c'est une voiture qui génère très peu d'appui. Et à Monaco, quand tu n'as pas d'appui, c'est impossible d'être efficace. Et Williams, pendant tout le week-end, ils ont été en difficulté. Et en course, alors Albon était un peu mieux que Sargent, mais c'était quand même très très compliqué pour les deux ce week-end. Voilà, c'est peut-être le circuit qui correspond le moins à la Williams. Et puis Stroll, le seul abandon du Grand Prix. Avec Magnussen également qui a abandonné, pardon. Pour Stroll, ça commence déjà très mal. Alors déjà, Stroll, il aime pas Monaco. C'est son circuit qu'il a en horreur. Ensuite, de toute manière, vu le nombre de contacts qu'il a eu au premier tour, c'était déjà un miracle qu'il arrive à finir déjà ce premier tour. Après, sous la pluie, déjà qu'il n'aime pas Monaco sur le sec, alors sous la pluie, ça a été compliqué. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs grands prix qu'il enchaîne les 0 pointés. Heureusement que c'est le fils du patron. Voilà. Parce que si c'était pas le fils du patron, je pense que ça ferait depuis bien longtemps qu'il serait plus chez Aston Martin. Donc on lui aurait préféré à un autre pilote. Mais comme c'est le fils du patron, ça laisse quand même un petit avantage. Et ça fait partie des week-ends où Lance Stroll est un petit peu tête à claque. Voilà. Que ça soit en interview, que ce soit pendant tout le week-end, c'est le jour de week-end où tu as envie de lui en mettre une bonne grosse tarte de temps en temps, parce que vraiment, il est insupportable dans ce type de week-end-là. Alors, il y a un moment après, il va nous faire mentir, où il va refaire une performance incroyable, mais tu as des circuits où vraiment, tu as envie, des week-ends où c'est... ça démange, de temps en temps du côté de Lance Stroll, parce qu'il est antipathique dans ce genre de week-end, c'est terrible, du côté de Lance Stroll. On poursuit avec les classements.
les différents classements. Le classement du championnat du monde, Verstappen en tête avec 144 points. Il a donc 39 points d'avance sur Perez. On retrouve ensuite Alonso qui est 3e. Encore dans le match avec Perez pour le titre de vice-champion. Lewis Hamilton et George Russell 4 et 5. Vous avez ensuite Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lance Stroll à 27 points. Et puis Lance Stroll, Esteban Ocon remonte sur Lance Stroll avec ce podium. Pierre Gasly 10e, Norris 11. Je redescends pas trop parce que sinon on va avoir du mal à voir certains pilotes. Et puis donc Piastri qui marque encore un point à 13e. Donc voilà, qui est désormais 13e. Meilleur débutant pour le moment Piastri face à Logan Sargent et Nick De Vries qui eux n'ont pas marqué de points. Et c'est dommage pour Nick De Vries qui, je rappelle, est quand même un petit peu sous pression par Frank Tost et le personnel d'AlphaTauri. Bon, moi, je trouve qu'on lui met la pression quand même très vite, mais c'est toujours un petit peu comme ça du côté de chez Red Bull. Du côté du classement constructeur, donc Red Bull est largement en tête avec 249 points. Ensuite, bagarre entre Aston Martin et Mercedes, un petit point d'écart, 120 et 119. Ferrari 4e avec seulement 90 points, c'est surtout que l'écart se creuse, hein, avec 29 points désormais par rapport à Mercedes. Alpine 35 points. Bon bah là aussi hein, c'est quand même compliqué, je pense que à part 5e ça sera difficile de faire mieux pour le moment, à part si on a un revirement de situation sur la deuxième partie de saison. McLaren 6e qui prend un petit peu de marge quand même par rapport à Haas, et puis on retrouve ensuite Alfa Romeo 8e, AlphaTauri 9 et Williams 10e avec un petit point. On s'aperçoit quand même que AlphaTauri, il va falloir qu'il se méfie de Haas. De Williams, pardon, parce que Williams pourrait marquer des points hein, quand même sur d'autres courses. Donc il va falloir trouver des solutions pour AlphaTauri. Ça a l'air d'être la plus mauvaise voiture du plateau. Prochain Grand Prix, hop là, je vais vous remonter la date. Ça sera donc le 4 juin, donc le week-end prochain, on fera le débrief du Grand Prix de Barcelone. Et puis ensuite, ça sera le Grand Prix de Montréal sur le circuit Gilles Villeneuve. Ça sera le 18 juin. Avant le Grand Prix d'Autriche, le Grand Prix de Grande-Bretagne. Il y aura ensuite Hungaroring et puis on aura Spa également qui finira cette première partie de saison en juillet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao!